Regardez, on a ici une des techniques de trading les plus populaires et pourtant je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez jamais l'utiliser sur du Bitcoin au risque de perdre tout votre argent. Bonjour et bienvenue dans cette 18e vidéo de la série Python Spécial Machine Learning. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Panda pour travailler sur des problèmes de time series. Typiquement, ça va inclure l'étude du climat, l'analyse de la bourse ou tout autre phénomène qui évolue avec le temps. En fait, Panda a même été spécialement développé pour s'attaquer à ce genre de problème, donc on va trouver énormément de fonctionnalités pour travailler sur des time series. Je vous propose donc de découvrir les fonctions les plus utiles en faisant l'analyse des données du Bitcoin. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, on va se rendre sur le site Yahoo Finance pour télécharger des données sur le Bitcoin. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit de rechercher BTC-euro. Ensuite, dans Historical Data, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur tout simplement Maximum, comme ça on aura la date la plus ancienne, et on clique ici pour télécharger nos données. Ensuite, vous connaissez l'histoire, on importe Panda, puis on crée un data frame Bitcoin, on utilise la fonction read CSV, puisque cette fois-ci c'est un fichier CSV dont on dispose, on utilise la fonction head pour observer la tête de notre data frame, et si on désire observer l'évolution d'une des valeurs, par exemple la valeur close, on va utiliser la fonction plot, et voilà, on a chargé nos données. Mais c'est dommage parce que sur ce graphique, on retrouve pas de date en abscisse. Nous, on aimerait bien voir genre 2017, 2018, 2019, etc. Ne vous en faites pas, en fait, c'est normal. Pour le moment, nous n'avons pas indiqué à Panda que nous désirons travailler sur une base temporelle. Donc, dans notre data frame Bitcoin, on a un index par défaut, 0, 1, 2, 3, qu'on va retrouver à la fois dans notre data frame, c'est la colonne tout à gauche, et sur notre graphique Matplotlib. Alors, pour changer tout ça et débloquer les différentes fonctionnalités de Time Series, on va devoir définir un nouveau type d'index, le Date Time Index. Et pour ça, on va devoir écrire deux choses dans notre fonction readCSV. Pour commencer, on va indiquer que la colonne d'index doit être la colonne qui comprend nos différentes dates, ce qui a pour effet de remplacer la colonne d'index de notre data frame. Ce changement, on va aussi l'observer sur notre graphique, puisque maintenant, on observe nos différentes dates. Mais ce n'est pas fini, parce que maintenant, il faut indiquer à Panda que cette colonne d'index doit être interprétée comme étant une date. Et pour ça, on va écrire dans notre fonction readCSV parse dates égale true. Et désormais, si on exécute tout notre code, on obtient un index de type DateTimeIndex. Et là, c'est bon, on est prêt à commencer notre analyse de time series. Grâce à ce nouvel index, on va pouvoir faire toutes les choses que vous pourriez imaginer sur des dates et sur le temps. Parce que Panda arrive à comprendre les notions de jour, de semaine, de mois et d'année. Par exemple, on va pouvoir faire de l'indexing et du slicing exactement comme dans NumPy, sauf que ça va être sur des dates. Donc typiquement, si on veut observer l'évolution du Bitcoin seulement en 2019, on va écrire comme index 2019, puis on va sélectionner la colonne close et on affiche tout ça grâce à Matplotlib, ce qui nous donne l'évolution du Bitcoin en 2019. Maintenant, si on veut voir l'évolution du Bitcoin en septembre 2019, on va écrire 2019-09 et boum, on obtient l'évolution du Bitcoin en 2019, en septembre 2019. D'ailleurs, on voit que ça s'est bien cassé la figure, hein. Et comme je vous le disais juste avant, on peut même faire du slicing sur des dates. Par exemple, on peut regarder l'évolution du Bitcoin entre 2017 et 2019, et là, on obtient le graphique suivant. Et bien entendu, ça fonctionne aussi avec la méthode lock, donc si vous préférez utiliser cette méthode, libre à vous, on obtient le même résultat. Alors, si vous avez des fichiers contenant des dates qui sont écrites dans un autre format que celui en ce moment à l'écran, surtout, ne vous en faites pas, parce que Panda s'adapte à tout plein de formats différents. Vous pouvez écrire des tirets entre vos années, vos mois et vos jours, vous pouvez mettre des slash, vous pouvez mettre des points, des virgules, des espaces, vous pouvez écrire d'abord le jour, puis le mois, puis l'année, vous pouvez même écrire des choses du style le 3 mars 2019 en écrivant le mot mars, mais en anglais. Et si jamais Panda n'arrive pas à effectuer une conversion, vous pouvez la réaliser vous-même grâce à la fonction toDateTime. Pour finir, une dernière chose sur cet index DateTime,
c'est qu'on peut non seulement inclure des dates, année, mois, jour, comme on l'a fait ici, mais aussi des heures, des minutes, des secondes, et ça va jusqu'aux nanosecondes, ça va même peut-être encore plus loin si vous le désirez. Donc vous pourriez avoir un dataset avec plein de températures pour chaque minute de la journée et analyser ce dataset sans aucun problème. Ou bien vous pourriez même avoir une machine qui collecte des données toutes les millisecondes et analyser ces données avec les mêmes fonctions qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Allez, en parlant de fonctions, je vais vous présenter la première qui est super utile, c'est la fonction resample. Cette fonction, elle permet de regrouper nos données selon une fréquence temporelle. Par exemple, pour l'année 2019, voici ce que l'on obtient lorsque l'on regroupe nos données par mois. On observe différents paquets de données, donc on a des données pour janvier, pour février, pour mars, etc., etc. Et qui dit groupe de données, dit statistique. On va peut-être chercher la moyenne pour chaque mois, ou bien l'écart type pour chaque mois. Vous avez compris l'idée. Donc typiquement, si on copie-colle ce code, et que après resample, on va choisir la moyenne, eh bien on va obtenir le graphique suivant. Donc voici l'évolution du Bitcoin en 2019 en faisant la moyenne sur chaque mois. C'est simple à comprendre. Et on peut faire la même chose en suivant les semaines, en utilisant week, c'est-à-dire W, ou bien on peut faire ça toutes les 2 semaines en écrivant 2 week, et voilà, on obtient la moyenne du Bitcoin toutes les 2 semaines. Et juste avant, j'ai parlé d'écart type, donc ça serait intéressant de voir à quel point le Bitcoin était volatile en 2019, donc on va écrire STD, et on va voir ce que ça nous donne. Donc on voit que le Bitcoin est très volatile en ce moment, alors qu'il était plutôt stable en début d'année. Voilà, on obtient des choses assez intéressantes avec la fonction resample. Et dans la pratique, on aime bien afficher toutes ces courbes sur un seul et même graphique. Ça peut sembler impressionnant, mais en réalité, il n'y a rien de compliqué. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on affiche nos données brutes, ici en bleu, puis on affiche la moyenne de chaque mois, et avec quelques options Matplotlib, on arrive à créer un style assez sympa. Donc ici, on a la courbe orange. Et pour finir, on fait la même chose pour les semaines avec un autre style Matplotlib. À présent, une fonction qu'on utilise très souvent par-dessus la fonction resample, c'est la fonction aggregate. En gros, cette fonction, elle nous permet de rassembler dans un seul tableau plusieurs statistiques qu'on aimerait faire par-dessus resample. Par exemple, on va reprendre notre échantillonnage pour les semaines, puis on va écrire AGG, et là, entre crochets, on va écrire les différentes statistiques que l'on veut avoir, donc par exemple la moyenne, l'écart type, et puis on pourrait faire le minimum ainsi que le maximum, ce qui nous donne un tableau qui contient nos différentes statistiques. Et encore une fois, avec un peu de bidouille sur Matplotlib, on arrive à créer des graphiques vraiment sympas. Donc j'ai ici enregistré mon tableau aggregate dans une variable m, puis je crée un graphique et j'affiche la moyenne dans ce tableau pour chaque semaine, et j'utilise la fonction fillBetween de Matplotlib afin de créer cette zone d'incertitude entre le maximum et le minimum pour chaque semaine. C'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que vous avez saisi la puissance de cette fonction resample, elle est vraiment très pratique. À présent, nous allons voir comment calculer des moving average avec Panda. Donc au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est qu'une moving average, c'est en fait une technique qui permet de calculer une moyenne, mais plutôt que de faire la moyenne de toutes les valeurs que l'on aurait par exemple en 2019, eh bien on va faire la moyenne sur une fenêtre de valeurs. Donc on va définir une fenêtre, par exemple une fenêtre de 7 jours, on va calculer la moyenne, puis on va se décaler d'un jour dans cette fenêtre, puis on va recalculer la moyenne, etc., etc. Donc en fait, on définit une fonction qui permet d'effectuer un roulement. Donc dans Panda, on va appeler cette fonction rolling, et à l'intérieur de cette fonction qui effectue le roulement, on va définir une taille pour notre fenêtre. Donc petite démonstration, on écrit rolling, puis à l'intérieur on va écrire window égale, disons, 7, ce qui nous donne une rolling function, mais nous ce qu'on veut c'est utiliser cette fonction pour calculer une moyenne, ou bien une variance, ou bien un écart type. On peut faire énormément de choses, encore une fois. Donc par exemple, on va calculer la moyenne, et cette moyenne on va l'afficher avec Matplotlib, et donc on obtient ce genre de résultat. Maintenant, en affichant tout ça par-dessus notre signal originel, on obtient le graphique suivant. Et si vous observez ce graphique d'un peu plus près, par exemple si on l'effectue seulement pour le mois de septembre, on va se rendre compte de quelque chose d'assez embêtant, on pourrait dire, c'est que notre moving average, elle ne commence pas dès le début de notre signal. Tout simplement parce qu'on a pris une fenêtre de 7 jours, on a regardé tous les nombres, et à la fin, on a placé la moyenne. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est de placer cette moyenne au milieu de cette fenêtre
en écrivant center égale true. Ça ne change absolument pas le calcul de la moyenne, en revanche, ça redécale toutes les valeurs au milieu de leur fenêtre, comme vous pouvez le voir ici. Donc ce qu'on pourrait faire pour comparer les deux, ça serait tout simplement de copier-coller cette ligne, et dans la deuxième ligne d'écrire center égale true, et on voit alors qu'on obtient le résultat suivant. Donc c'est un petit peu mieux, mais encore une fois, on se dit, bon bah ok, peut-être que la moving average, c'est pas la meilleure technique pour faire ce genre de manipulation. Et vous avez raison, des fois il y a une technique qui est un petit peu plus adaptée, c'est l'exponential weighted average. En français, c'est ce qu'on appelle une moyenne mobile exponentielle, et c'est donné par la formule suivante, où xt, c'est la valeur de x, c'est-à-dire la valeur close à l'instant t, donc à une date précise, et alpha, c'est un facteur de lissage. Et pour faire simple, grâce à cette formule, les valeurs perdent peu à peu du poids avec le temps. C'est justement notre facteur de lissage alpha, qui est compris entre 0 et 1, qui permet de définir la façon dont les valeurs vont perdre de leur importance avec le temps. Cette formule, on peut aussi l'écrire de cette manière, ce qui permet de mettre en relief la fonction EWM qu'on a à l'intérieur de Panda. Dans cette fonction, tout ce qu'on a à faire, c'est de définir une valeur pour notre paramètre alpha. Donc je vais encore une fois copier-coller une de ces lignes, et je vais remplacer rolling par EWM. Par contre, il n'y a pas de paramètre window ni de paramètre center dans cette fonction. Tout ce qu'on écrit, c'est alpha, et on va peut-être essayer un paramètre alpha qui est égal à, disons, 0,6. Voilà, pour commencer. Et donc, en affichant tout ça, on obtient le graphique suivant, dans lequel on voit que EWM suit un petit peu mieux la tendance du Bitcoin que nos moving average qu'on avait auparavant. Maintenant, en écrivant une petite boucle for, on peut très facilement comparer différentes valeurs de alpha et ce que ça nous donne pour notre fonction exponentielle. En l'occurrence, tout ce que j'ai eu à faire, c'est créer un tableau NumPy avec la fonction arrange, et d'itérer à travers ce tableau pour des valeurs entre 0,2 et 1, d'inclure ces différentes valeurs dans ma fonction EWM, et accessoirement d'écrire une légende avec la fonction format, qui me permet d'inclure ma valeur de alpha dans ma légende. Ça y est, on a fait le tour des fonctions les plus utiles pour travailler avec des time series. À présent, je vais vous montrer comment assembler deux datasets ensemble. En l'occurrence, on va essayer de comparer le Bitcoin avec une autre crypto-monnaie très connue, l'Ethereum. C'est parti! Donc on est de retour sur Yahoo Finance, cette fois-ci on va rechercher les données pour ETH-euro, mais petit problème, cette fois-ci dans Historical Data, nos données ne commencent qu'en 2015, puisque l'Ethereum est plus récent que le Bitcoin. Donc va peut-être y avoir un petit problème lorsqu'on va vouloir assembler ces deux datasets ensemble. Typiquement, quand on a deux tableaux NumPy qui n'ont pas les mêmes dimensions et qu'on utilise la méthode concatenate dessus, eh ben, c'est pas possible. Mais avec Panda, il n'y a aucun problème. On peut assembler des data frames et des séries avec plusieurs méthodes, parmi lesquelles on va retrouver la méthode inner ou la méthode outer, comme les méthodes SQL. Vous en faites pas, on va voir ça dans quelques instants. En attendant, téléchargeons nos données, on va les importer dans Panda comme avant en écrivant index colon égale date et parse date égale true, très important. Donc cette fois-ci j'ai créé un data frame Ethereum. On peut ainsi voir l'évolution de l'Ethereum durant l'année 2019 et on retrouve à peu près la même tendance que pour le Bitcoin. Donc on va vérifier tout ça en assemblant ces deux data frames ensemble. Pour ça, on va donc écrire pd.merge, puis on va entrer notre data frame Bitcoin ainsi que notre data frame Ethereum. Ensuite, il faut définir une colonne sur laquelle l'assemblage doit s'effectuer. En l'occurrence, on va choisir la colonne date puisque c'est une colonne qu'ils ont en commun et dans laquelle ils partagent les mêmes valeurs. Et pour finir, on va choisir une façon dont l'assemblage doit s'effectuer. Donc il existe différentes façons, on a inner, on a outer, left, right, ce genre de choses. On va commencer par voir ce que ça nous donne inner. Et on obtient ce genre de data frame dans lequel on a OpenX, on a OpenY, donc les X vont correspondre au Bitcoin et les Y vont correspondre à l'Ethereum. Et pour changer ces suffixes X, Y, c'est très simple, on écrit suffixe égale, par exemple, BTC pour Bitcoin et ETH pour Ethereum, ce qui nous donne à présent un data frame avec des colonnes un petit peu plus claires, un petit peu plus explicites.
un data frame dans lequel, justement, on va voir que nos données commencent en 2015. Ce qui signifie qu'on a mis à la poubelle toutes nos données pour le Bitcoin qui datent d'avant 2015. Cela est dû au fait qu'on ait utilisé la méthode inner qui a permis d'assembler les deux data frames seulement sur les index qu'ils ont en commun. Donc toutes les valeurs du Bitcoin qui dataient d'avant 2015, on les a mises à la poubelle. Si en revanche on choisit la méthode outer, alors on va assembler nos deux data frames sur toute l'étendue de leurs index, même les index qu'ils ne partagent pas en commun, et on va ainsi retrouver les données du Bitcoin qui datent de 2011, et par contre, sur la même ligne, nous n'aurons pas de données pour l'Ethereum puisque ces données n'existent tout simplement pas. Donc voilà, c'est juste un choix à faire quand on essaye d'assembler plusieurs data frames. Est-ce qu'on utilise outer, est-ce qu'on utilise inner, ou bien est-ce qu'on utilise left ou right, ça dépend des situations. Nous ici, on va retourner sur la méthode inner parce que ça va être plus pratique pour afficher toutes nos données. Donc on va nommer ce data frame, disons BTC ETH, et à présent on va en afficher les deux colonnes, disons close BTC et close ETH. Avec plot, on affiche tous ces résultats et on est un peu embêté parce que nos deux crypto-monnaies ne partagent pas la même échelle, ce qui rend la lecture de l'Ethereum un petit peu compliquée. Donc pour ça, l'astuce, c'est de créer des subplots en écrivant subplots égale true à l'intérieur de notre fonction plot, et on obtient ainsi sur une même figure deux graphiques différents. Donc, si vous avez du mal avec les concepts de figures, de graphiques et de subplots, je vous conseille d'aller voir la vidéo Matplotlib qui s'affiche juste au-dessus. En attendant, quand on regarde ce graphique, on peut se dire que l'Ethereum et le Bitcoin, ce sont deux crypto-monnaies qui sont super bien corrélées. Pour calculer cette corrélation, c'est très simple. On va copier-coller cette partie du code afin de sélectionner nos deux colonnes, puis on va écrire .core. Et là, on obtient une matrice de corrélation dans Panda. Donc on peut voir qu'on a une corrélation de 79%, ce qui est quand même très élevé. Maintenant, si on veut observer ces corrélations ainsi que d'autres corrélations dans un graphique, on utilisera Seaborn, mais ça, on va le voir en détail dans la prochaine vidéo. Ça y est, on a fait le tour des fonctions les plus utiles pour travailler sur des time series. Surtout, ne partez pas tout de suite parce que je vous réserve un exercice très intéressant et on va encore découvrir d'autres fonctions telles que map, replace et apply. À présent, j'ai un exercice super excitant pour cette vidéo. Il va s'agir de mettre en place la stratégie de la tortue, qui est une très vieille technique de trading, afin de décider quand acheter ou vendre du Bitcoin en fonction de la valeur de close par rapport au minimum ou au maximum des 28 derniers jours. Pour écrire ce code, ce que vous allez devoir utiliser, ce sont les fonctions rolling qui vont vous permettre de calculer le minimum et le maximum sur les 28 derniers jours. Puis avec du boolean indexing, lorsque la valeur de close est supérieure au maximum des 28 derniers jours, c'est un signe qu'il faut acheter. Et à l'inverse, lorsqu'elle est inférieure au minimum des 28 derniers jours, c'est un signe qu'il faut absolument vendre nos actions. En bonus, vous pouvez également utiliser la méthode Shift qui vous permet de décaler vos fenêtres d'autant de jours que vous le désirez afin de prendre vos décisions un jour à l'avance. Mais bon, c'est pas nécessaire pour cet exercice. Attention toutefois, si je vous donne cet exercice, c'est dans un simple but pédagogique. Et je vous déconseille fortement de faire des investissements en utilisant cette technique qu'on vient de voir. D'autant plus que le Bitcoin est extrêmement volatile. On peut facilement en observer les variations au jour le jour en utilisant la fonction diff, ce qui nous donne le graphique suivant. Et là, on observe tout de suite qu'on a des variations extrêmes dans le cours du Bitcoin. Typiquement, si on examine cette région-là, autour du mois de juin et de juillet, on trouve des variations tellement extrêmes qu'elles mettent en péril notre stratégie de trading. Typiquement, on pourrait atteindre ce point-là et se dire que c'est un très bon moment pour acheter du Bitcoin parce qu'il est supérieur à tous les 28 jours qui précèdent. Et le lendemain, boum, on perd tout notre argent simplement à cause de la volatilité du Bitcoin. Donc encore une fois, si je vous donne cet exercice, c'est simplement parce que c'est un très bon exercice et que c'est assez amusant, mais surtout, n'utilisez jamais ça et ne vous lancez surtout pas dans la finance comme ça. C'est réservé aux professionnels. Si vous avez la moindre question sur Python, le machine learning ou bien tout simplement l'exercice de cette vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, je vous mets un lien dans la description. Il y aura tout plein de gens pour vous aider et ça peut vraiment vous aider à progresser.
À présent, voici la réponse à l'exercice de la dernière vidéo. Dans cet exercice, il fallait modifier le contenu de la colonne âge afin de regrouper les passagers du Titanic en 4 catégories. Donc une solution très simple, c'est de faire du Boolean indexing pour sélectionner par exemple tous les gens qui ont moins de 20 ans et de modifier l'âge de ces personnes en disant qu'il est égal à 0. Puis on fait la même chose pour les gens qui ont plus de 20 ans et moins de 30 ans et on dit que leur âge est égal à 1. Donc ceci a pour effet de modifier notre dataset. Dorénavant, on va trouver seulement les valeurs 0, 1, 2 et 3, ce qui est parfois beaucoup plus pratique pour faire des statistiques avec value counts et group by. Typiquement, on pourra voir qu'il y avait 361 personnes dans la catégorie 1, c'est-à-dire des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Et parmi ces gens-là, de la catégorie 1, on peut voir qu'il y a 37% de survivants. À présent, je vais vous montrer une autre façon de répondre à cette question en utilisant la fonction map, qui est une fonction extrêmement puissante dans Panda. Cette fonction, elle permet d'appliquer une autre fonction sur chaque élément d'une colonne. Par exemple, avec notre nouvelle colonne âge, on pourrait faire âge égale âge plus 1. Auquel cas, on va créer une fonction x égale x plus 1 à l'intérieur de map. Et pour ça, on peut tout simplement utiliser la commande lambda en disant que x, x plus 1. Et ceci nous donne pour résultat 2, 1, 1, 2, etc. Donc là où cette fonction map va devenir très utile, c'est si on définit une fonction catégorie âge qui retourne différentes catégories selon la valeur de l'âge qui est rentrée dans la fonction. Et donc on peut appliquer cette fonction en la faisant tout simplement passer dans notre fonction map, ce qui nous donne le résultat suivant. Donc typiquement une des forces de cette fonction, c'est qu'on peut obtenir des résultats qu'on ne pourrait pas obtenir avec cette méthode qu'on a vue avant. Tout simplement parce que la fonction map permet de traiter tous les éléments de la colonne âge les uns après les autres, alors qu'avec du Boolean indexing sur plusieurs lignes, on va traiter tous les éléments d'une colonne en même temps. Ce qui signifie que si dans notre première ligne on crée une string, après notre code va nous donner une erreur parce qu'à la ligne suivante, il existe des strings à l'intérieur de notre colonne âge. Et les strings, on ne peut pas les comparer à des nombres entiers. Donc voilà, la fonction map est extrêmement utile, super puissante, et on l'utilise très souvent quand on fait des opérations un petit peu plus avancées. Notez au passage qu'il existe la fonction apply qui permet d'appliquer une fonction sur chaque élément d'un data frame. Donc c'est un petit peu comme la fonction map étendue à tout le data frame. Allez, je vais terminer cette vidéo par un petit bonus en vous montrant comment transformer des catégories en données numériques. Parce que là, dans notre dataset du Titanic, on a une colonne genre qui est remplie de mots hommes et femmes. Et avec des mots, c'est difficile de faire des maths. Il nous faut des nombres pour faire des calculs, du machine learning et des statistiques. Donc pour convertir des catégories en données numériques, je vais vous montrer 3 méthodes. Une méthode avec la fonction map, une méthode avec replace et une méthode avec catcodes. Donc avec la fonction map, tout ce qu'on aurait à faire, c'est d'entrer une fonction qui permet de faire une association entre la catégorie homme et le nombre 0 et la catégorie femme et le nombre 1. Donc on ouvre des accolades pour commencer un tableau associatif et on va tout simplement écrire que male est associé à 0 et disons female est associé à 1. Et on obtient le résultat suivant, donc c'est une mission accomplie. La deuxième méthode qui est plus explicite, c'est la méthode replace, dans laquelle on va ouvrir 2 listes et on va remplacer les éléments de la première liste par les éléments de la deuxième liste. Donc c'est très simple à comprendre, on va écrire male ainsi que female dans notre première liste et on va les remplacer par 0 et 1, ce qui nous donne, encore une fois, le résultat suivant. Et enfin, ma technique préférée, c'est d'utiliser les codes de catégorie. Actuellement, les valeurs qui sont comprises dans notre colonne sont des valeurs du type objet. Mais dans Panda, il existe un type très intéressant qui est le type catégorie. Ce type est intéressant parce qu'en fait, Panda va lui-même compter le nombre de fois que certaines catégories apparaissent et va les considérer en tant que telles dans notre colonne. Une fois qu'on a des catégories, ce qu'on peut faire, c'est écrire cat.codes, ce qui a pour effet de convertir les différentes catégories en valeurs numériques. Donc là où cette technique est plus intéressante que les autres, c'est dans le cas où on a beaucoup de types de catégories différents. Par exemple, on a un dataset sur la sécurité routière qui contient
tout plein de catégories de véhicules, des motos, des voitures, des camions, des camionnettes, des remorques. Eh bien, avec les fonctions Map et Replace, il faudrait écrire de façon explicite par quoi remplacer toutes ces catégories, alors qu'ici, on a juste à écrire cette ligne et boum, le travail est fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les Time Series. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre crypto-monnaie préférée. Est-ce que vous êtes plutôt Bitcoin ou Ethereum? Et est-ce que vous pensez que le Bitcoin va refaire une montée incroyable dans les prochains mois? N'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresse vraiment. En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec un ami, merci de vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.